Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour et bon réveil. Notre grand témoin ce matin, c'est Olivier Bobineau. Bonjour Olivier Bobineau. Bonjour. Sociologue des religions, maître de conférences à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po, et vous dirigez aux éditions des Clés de Brouwer la collection Religion et Politique. Je citerai également peut-être Islam et Modernité. Vous avez aussi formé des imams, vous formez des imams à l'Institut catholique de Paris. Est-ce qu'on peut commencer par cela? Est-ce qu'il n'y a pas un immense malentendu sur cette question-là, Olivier Bobineau? Est-ce que c'est à la catho de former des imams? Eh bien, la réponse est positive à 3 niveaux, au moins. 3 fois positivement, je réponds. D'une part, je crois que, en tant qu'institution universitaire, il est important que l'université catholique, l'Institut catholique de Paris puisse accueillir pour une formation séculière des étudiants de toutes les confessions. De ce point de vue-là, d'un point de vue universitaire, c'est important, c'est une formation séculière, elle peut se faire aussi bien dans l'université publique que privée. Deuxième niveau, me semble-t-il, c'est important, en effet, de bien comprendre qu'il y a une sensibilité, une proximité presque spirituelle entre, d'un côté, une institution catholique, et de l'autre, des étudiants de confession musulmane. La spiritualité est au cœur, à un moment donné, de certaines pratiques, et notamment quand on est, ou on veut devenir, ministre du culte, aumônier. Donc du point de vue spirituel. Voilà, du point de vue spirituel. Et en troisième et dernier lieu, comme vous le savez, nous enseignons une formation séculière, un contenu à base de valeurs de la République française, laïcité y compris, et là-dessus, je n'ai fait appel qu'à des collègues reconnus par l'université française et ou le Centre national de recherche scientifique qui enseigne dans le public également, et il n'y a aucun théologien, aucun prêtre qui enseigne dans cette formation. Mais vous avez une délégation de service public en quelque sorte. Absolument, c'est le terme juridique, c'est une délégation de service public. Et pourquoi la catho? Et pourquoi pas l'université publique? Parce que il y a eu depuis 1990 des tentatives pour enseigner dans l'université publique et qu'à 2 reprises, celles-ci, sous couvert de laïcité, ont refusé d'accueillir des étudiants de confession musulmane. Donc c'est en fait une sorte de réserve d'un a priori à l'égard de la religion qui a fait que les choses ont échoué dans l'enseignement public et que la proposition vous a été faite. Pourquoi est-ce que cela a intéressé la catho, qui aurait pu dire non? Parce qu'à un moment donné aussi, c'est ce que j'écris dans ce petit livre, Former des imams pour la République, l'exemple français aux éditions du CNRS, c'est qu'il y a eu aussi l'amitié au sens d'Aristote. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, c'est la bienveillance mutuelle, fondée sur l'intérêt, l'utile et la vertu. Et j'ai assisté à une rencontre forte entre, à l'époque, le doyen, François Mabille, de la faculté de sciences sociales et économiques, qui en a référé au recteur Canet, et le Didier Lesky, le chef, à l'époque, du bureau central des cultes. Et faisant rencontrer un doyen de faculté de la catho, d'une part, et d'autre part, un haut fonctionnaire responsable des cultes et des relations entre la République française et les cultes présents en France, il y a eu une confiance autour de ce projet. Ça a été un travail considérable. Il a fallu lutter contre 3 pôles d'opposition, peut-être qu'on peut y revenir après, mais on a dû faire face à tous les extrémistes et radicaux de tous les bords sur ce projet qui, en effet, comporte 3 bombes. Pensez donc. Pour l'instant, aucune n'a encore été posée sur le seuil de la catho. Exactement. Mais 3 bombes, parce que former quoi donc? Des imams, où ça? Là où on forme des curés, normalement. Et à quoi? La laïcité de la République. Il a fallu gérer cela. Qu'est-ce que la laïcité? Il faut bien s'entendre là-dessus. Pour ma part, j'en distingue 4 conceptions. Si vous le permettez, je vais essayer de proposer à nos auditeurs une grille de lecture simple. Bien. La laïcité, communément, est entendue comme une laïcité que je propose d'appeler d'opposition. C'est-à-dire, la foi, c'est dans l'espace privé, d'accord? Et la foi, notamment, n'a rien à faire avec les espaces publics ou tout ce qui est public. Bien. Ça, c'est une laïcité d'opposition. Ou laïcité de combat, c'est la même chose? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Pourquoi? Laïcité d'opposition, laïcité de combat, c'est ce que j'appelle aussi la laïcité du contexte de la loi de
9 décembre, du 9 décembre 1905. Que se passe-t-il à l'époque ? À l'époque, il faut se méfier de l'Église catholique, il faut reprendre de ses mains l'éducation des futures générations de citoyens. Bien, il y a Combes, qui est une figure forte, on a affaire à un contexte. Mais cette laïcité, en tant que telle, il faut le savoir, n'est pas du tout présente dans le texte de la loi dite de séparation des églises et de l'État. Car, et c'est la deuxième conception de la laïcité que l'on peut trouver dans la loi, pas dans le contexte de cette loi, et c'est une laïcité que je propose d'appeler une laïcité, si vous voulez, de neutralisation, d'abstention. C'est-à-dire que, c'est l'article que connaissent un peu les Français, l'article 2, alinéa 1, l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ça, c'est une laïcité d'abstention. Oh, l'État n'a rien à faire avec les cultes. Très bien, on la connaît. Article 2, alinéa 1. Mais il y a encore une autre laïcité. C'est une laïcité de composition. Une laïcité de composition, c'est-à-dire que là, c'est l'article 2, alinéa 1, 2, article 2, alinéa 2, qui dit, oui, sauf que nous allons prévoir des budgets pour les aumôneries. Nous allons créer des aumôneries, c'est-à-dire que les pouvoirs publics vont pouvoir accueillir les cultes dans des lieux fermés. Ça a évolué vers les années 20 en particulier. Notamment prisons, hôpitaux, écoles, internats et armées. Bien, on est dans la lignée 2, on est dans la laïcité de composition. Il ne faut pas l'oublier. Mais alors, Louis, vous allez me demander... Et la quatrième. Et la quatrième, et surtout, l'article 1, que dit-il ? C'est très simple. Et là, je fais référence à tous les travaux d'Émile Poulain, avec lesquels je travaille. Notre laïcité publique ? Bien sûr. C'est quoi ? C'est une laïcité de proposition. C'est la rédaction d'Aristide Briand à l'époque, qui est de dire la liberté de conscience est assurée par l'État, le libre exercice du culte est garanti, sauf s'il trouble l'ordre public. C'est une laïcité de proposition, c'est une laïcité, comme le disait Briand, et il l'a écrit. Là, je pense aussi à Jean Bobéro, qui reprend souvent ce passage, autre historien de la laïcité avec Émile Poulain, qui dit, quand on ne sait pas comment interpréter la laïcité, Briand dit, il faut toujours l'interpréter sous l'angle libéral. Libéral, ça veut dire quoi ? C'est précisément le fait de pouvoir pratiquer sa liberté de conscience et son culte. Et donc, la laïcité, dans le texte, de fait, article 1er, donc en droit, on le sait tous, c'est l'article 1er qui détermine les choses, et ensuite, on a des articles secondaires, article 2 et suivants, etc. Eh bien, cette laïcité fait quoi ? Elle renverse finalement les choses. On croit que la laïcité, c'est privatisation de la foi, mais non. La laïcité de proposition, c'est publicisation de la foi. Vous avez le droit d'être dans la rue, vous avez le droit d'exercer votre liberté de conscience, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Alors, quand on est voilé, on trouble l'ordre public ou pas ? Non. La burqa, ça ne trouble pas l'ordre public ? Non. Alors, donc l'interdiction totale du voile intégral dans l'espace public, c'est une entorse à la laïcité ? Bien sûr. À la laïcité de proposition. Pourtant, elle est proposée par des laïcs purs et durs. Des laïcs qu'on appelle laïcs idéologiques. Est-ce que ça veut dire, Olivier Bobineau, que vous êtes favorable au fait que les musulmans expriment leur appartenance religieuse publiquement ? Que ce soit visible, quitte à ce que leur visage soit masqué. Quel est le plus grand trouble à l'ordre public ? C'est d'avoir des jeunes qui affichent des t-shirts avec, d'un côté, aussi bien le Christ ou aussi bien des croix renversées ? Est-ce que c'est des jeunes gens qui affichent des strings ou des vêtements qui peuvent choquer certaines personnes, qui appellent ici ou là à une forme de tentation, qui se découvrent de manière peut-être démesurée pour certaines générations ? Où est le trouble à l'ordre public ? Mais qu'est-ce qui est en jeu derrière ? C'est la représentation qu'ont nos contemporains, la peur du barbu. J'avais fait une tribune en son temps là-dessus sur la peur de l'arabo-musulman. Vous êtes un peu barbu, vous. Exactement. Depuis cette formation des imams. C'est vrai ? Bien sûr, ça a déteint sur vous. Ah mais bien sûr, ça a déteint dans le sens où, si vous voulez, vous savez, j'ai toujours en tête ce poète allemand qui disait, quand ils sont venus arrêter les juifs, je me suis pas manifesté. Quand ils sont venus arrêter, c'est d'actualité, quand ils sont venus arrêter les communistes, quand ils sont venus arrêter, je me suis pas manifesté. Quand ils sont venus arrêter les chrétiens, je me suis pas manifesté. Quand ils sont venus arrêter, il n'y avait plus personne. Eh bien oui, quand on jette la pierre aux arabo-musulmans, aujourd'hui c'est les Roms. La pierre, ce sont eux qui la jettent aussi. Bien sûr, c'est vrai. Mais attention, où cela ?
Où cela ? Dans quel type d'islam ? Qu'est-ce que c'est que l'islam ? Quelles sont les traditions ? On pourra y revenir si vous voulez, et les pratiques. En tous les cas, moi, l'islam et les musulmans que je rencontre, qui sont proches de la République, et il y a compatibilité sur certains domaines, évidemment, entre République et Islam de France, ô combien, c'est ce type de comportement que j'observe. Et donc, précisément, à un moment donné, je laisse pousser la barbe parce que j'en ai assez qu'on montre du doigt des gens qui, simplement parce qu'ils portent la barbe, je rappelle que c'est y compris présent dans la tradition sémite. Paul en parle. Les juifs et les rabbins portent la barbe. Savez-vous pourquoi ? C'est symbole d'humilité. Parce que la barbe, elle ramène vers le sol, vers l'humus. Magnifique. Vers la poussière, peut-être. Et bien sûr. Olivier Bobineau, notre grand témoin ce matin, votre itinéraire extrêmement riche, diversifié. On fait le tour avec Marion Duchesne. J'ai eu 2 pères, répète Olivier Bobineau. D'abord, Joël Égoutier, parlant patois, une bête humaine. Et puis, le père Joseph, un prêtre rencontré dans une paroisse ouvrière de La Roche-sur-Yon, un adepte de l'orgue, un social réformiste. Avec lui, j'ai lu la Bible très tôt, j'ai découvert la sociologie. Et lorsqu'il est parti s'installer en Mayenne parce qu'on le jugeait trop rouge en Vendée, je l'ai suivi. Entre les 2 pères, c'est la mère, Marie-Pauline, qui fait le lien. Une femme tolérante, une femme d'ouverture, explique Olivier Bobineau. C'est sans doute d'elle que me vient cette volonté de créer des liens entre les contraires, de jeter des ponts. Durant un temps, le jeune Olivier songe à devenir prêtre ouvrier. Il débute des études de théologie, mais j'ai été happé par l'action politique et le militantisme. Dès début, à SOS Racisme, celui qui se qualifie d'immigré social se retrouve sur les bancs de Sciences Po. Il découvre l'élite intellectuelle parisienne, milite un temps pour le PS, rencontre Michel Rocard et DSK. Parce qu'il défend le communisme chrétien, Olivier Bobineau échoue à l'ENA. Vexé, j'ai relevé le challenge et je suis devenu agrégé de sciences économiques et sociales à l'école normale sup avant d'enchaîner avec une thèse en sociologie des religions sur la paroisse. Objectif avoué d'Olivier Bobineau, faire la révolution par la pensée et par l'action, être à la fois dans la base et dans les concepts, surtout pas d'entre-deux. En attendant un poste universitaire, Olivier Bobineau enseigne en banlieue, au cœur des milieux marginaux. Ce spécialiste des sectes travaille durant un temps pour la Mivilude et finit par la quitter pour désaccord. Aujourd'hui, ce maître de conférence à Sciences Po forme des imams à la Cato. Il faut des intellectuels organiques, répète Olivier Bobineau, des passeurs, des médiateurs entre les communautés, l'opinion et les pouvoirs publics. Un pari fou qui ne lui vaut pas que des alliés, peu importe. Les 3 A, MED, amour, amitié et ACDC. Sans doute le marteau-piqueur de son père qui a bercé son enfance. Olivier Bobineau est fan de métal depuis l'âge de 13 ans. Provoqué à travers la musique, cela permet d'éviter la violence, souligne-t-il. C'est une saine catharsis. Olivier Bobineau n'oublie pas non plus sa famille, son épouse, l'agapé qui le structure, ses 2 enfants qui ont transformé sa vie. Se retournant sur son parcours, Olivier Bobineau y voit aussi déséquilibre et blessures, mais, dit-il, c'est ce déséquilibre qui permet d'être créateur. Olivier Bobineau, notre grand témoin, ce matin jusqu'à 8h30. Le portrait de la revue Sciences Humaines aussi vous présente comme un touche-à-tout. On l'a bien vu avec Marion Duchesne, vous avez des spécialités, des angles extrêmement diversifiés. Sociologue du satanisme, formateur d'imams, on le disait à l'instant, spécialiste de l'Église catholique. On va parler aussi de la paroisse, des nouveaux territoires, aussi du pouvoir de l'Église. Vous vous intéressez à ces questions-là. Olivier Bobineau propose aujourd'hui une grille de lecture totale de la société. Rencontre avec un touche-à-tout, c'est Sciences Humaines qui vous présente comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire une grille de lecture totale, Olivier Bobineau ? Mon petit projet scientifique et intellectuel, c'est de dire, je me suis intéressé, comme on l'a dit dans le portrait, au satanisme, à la paroisse, qui est une marge aujourd'hui en Europe, aux pratiquants, aux acteurs de la paroisse. Je me suis intéressé aussi à la prostitution. Je n'ai pas encore publié là-dessus. Je m'intéresse aux satanistes. Je m'intéresse aux imams, qui sont une marge de notre société encore. Ces petites marges décrivent un cercle, une périphérie. Et cette périphérie m'en dit long, très long, sur le cœur de la société contemporaine, de la société moderne, de la société européenne, et y compris la société française. Alors quel est le circuit entre la périphérie et le cœur, justement ? Quelles sont les déductions, le chemin que vous faites ?